donc nous sommes pile à l'heure pour échanger pour cette dernière table ronde, cette première table ronde de la dernière séquence de cette première journée, car demain nous nous retrouvons toute la journée à nouveau. Nous allons parler du renouvellement de flotte, flotte aérienne, flotte maritime, flotte fluviale, avec nos experts. À mes côtés, Antoine Bouvier. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes exécutif vice-président stratégie et public affaires chez Airbus. Vous allez parler aérien, vous, en fait. Probablement. À vos côtés, Marie Bozonier. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes directrice générale des Vedettes de Paris et engagée depuis plusieurs années dans la Convention des entreprises pour le climat. À vos côtés, Michel Braffman, bonjour. Michel, on vous a déjà vu ce matin, merci d'avoir remplacé. Mais là, vous êtes en tant que président de la section 4 de l'Académie de l'air et de l'espace. Pour tout vous dire, j'ai été chercher quand même la section 4. Voilà. J'ai appris donc que vous étiez un spécialiste de la morale, du droit, de la sociologie et de l'économie de l'air et de l'espace. Tout ça. Merci beaucoup. Tout le monde parle section 4, hein, vous n'aviez pas été cherché. Et donc à vos côtés, Jean-Paul Dubreuil, bonjour monsieur, vous êtes fondateur de Air Caraïbes et French Bee. Vous employez 1600 employés salariés dans le domaine de l'aérien, votre groupe est plus grand, et vous avez 16 longs courriers et 4 avions de transport régionaux. Alors, notre sujet, c'est le renouvellement de flotte. Mais première question, c'est quoi l'enjeu derrière le renouvellement des flottes? Pourquoi est-ce qu'en ce moment, c'est un enjeu très important? Antoine, vous êtes à côté de moi, je vous laisse commencer. Merci. Nous avons, l'ensemble de l'industrie du transport aérien, une feuille de route de très long terme, puisque tous les acteurs ont pris un engagement de net zéro en 2050 et de respect, année après année, des trajectoires à la fois énergie décarbonée et émissions de CO2. Mais tout long voyage commence par une première étape. Et cette première étape, c'est le renouvellement des flottes, qui apporte entre 20 et 25% de réduction à la fois des consommations d'énergie et des émissions. Et je pense que c'est très important dans ce débat de bien lier ces deux sujets. Consommation énergie et émissions, qui sont directement liés dans l'aviation, mais qui ne sont pas aussi directement liés dans d'autres moyens de transport qui passent, par exemple, à l'électrique. Parce que la ressource rare de l'énergie décarbonée sera une contrainte pour l'ensemble des activités humaines, et en particulier pour les transports. Donc on doit bien avoir ces deux objectifs en tête, être économe en énergie et énergie décarbonée et réduire les émissions. Donc on a une feuille de route de long terme qu'on pourra évoquer tout à l'heure et à court terme avec des enjeux qui sont considérables quantitativement et aussi d'un point de vue exemplaire par rapport à l'ensemble de l'écosystème. Des compagnies aériennes investissent massivement dans des renouvellements de flotte, ce qui montre à la fois leur confiance dans l'avenir du transport aérien, ce qui montre qu'elles ont pris l'initiative de réduire leurs émissions et de réduire leur consommation de carburant en investissant. Et c'est une première étape qui est très importante parce que cette première étape doit être réussie pour engager les autres étapes dont on pourra parler tout à l'heure. Alors peut-être en illustration, justement, Jean-Paul Dubreuil, vous avez des avions. Est-ce que vous avez commencé à les renouveler? Est-ce que c'est ça l'enjeu qu'il y a pour vous dans le renouvellement? Alors je crois que pour une compagnie aérienne, il y a trois choses très importantes qui sont les hommes d'abord qui constituent les équipes d'une compagnie. Ce sont les avions, parce que les choix des avions sont déterminants dans la manière dont on va aborder les marchés. Et puis le choix des routes, le choix du type de produit qu'on veut faire. Bon, le problème de l'avion, c'est qu'il faut être visionnaire et se projeter très en avance. Bon, je dirais, il ne faut pas se tromper. Donc, je dirais que quand j'ai démarré le long courrier il y a maintenant 20 ans, alors qu'on avait auparavant uniquement travaillé sur le régional, on a failli faire une erreur parce qu'à l'époque, tout le monde pensait que pour aller traverser l'Atlantique, il fallait un quadrimoteur et donc on était parti sur un projet 340. Bon, heureusement à l'époque, Airbus, qui ne croyait pas trop à un petit entrepreneur vendéen qui allait se lancer dans la traversée de l'Atlantique, nous a dissuadé de prendre ces avions. Et heureusement qu'on a trouvé un lessor qui nous a proposé des 330 avec des bimoteurs, ce qui nous a compliqué un petit peu la vie parce qu'il fallait effectivement appliquer les normes top, c'est-à-dire avoir toujours un point d'atterrissage proche en cas de panne d'un moteur. Et donc on a
on est parti sur des commandes de 330, d'abord en leasing, puis après qu'on a acheté. J'ai acheté au Bourget à l'époque, c'était M. Noël Forgeard qui était le président. Je lui ai signé 3 avions, qui quand même pour nous était important, hein. Mais c'était une suite, puisqu'aujourd'hui on va prendre livraison à la fin de l'année du 18e Airbus 9 long courrier. Donc ça montre qu'une petite entreprise aussi peu significative. Alors au niveau du changement de flotte, je me suis pris très en amont aussi, parce qu'on était opérateur 330, on était très content de l'avion, et puis à un moment donné, Airbus a commencé à parler d'un avion qui allait être plus léger et qui allait consommer moins de pétrole. Et quand on sait que le pétrole, c'est plus d'un tiers de nos coûts d'exploitation, c'était l'économie qui a préjugé. À l'époque, on ne parlait pas trop, hein, puisque ça fait plus de 10 ans ou 12 ans que j'ai passé la première commande de 350, et donc la vision, c'est de dire, j'étais 350, et pour moi, c'était sur des routes à grand volume, c'était le 350 000, dans lequel on a une version aujourd'hui qui est à 480 sièges. Donc c'est effectivement un choix important que je ne regrette pas aujourd'hui, et ce qui nous a permis de continuer à en prendre derrière. Quand on achète un avion, c'est pour combien de temps là, les avions que vous achetez aujourd'hui, vous espérez les utiliser jusqu'à quand ? Ben écoutez, la vie d'avion, techniquement, un avion est toujours en bon état, puisqu'il y a des visites qui le remettent à neuf. On a les premiers avions qu'on a vus en 2000, il y en a encore qui volent. D'ailleurs, il y en a un, le Sister Ship, il vole toujours pour la présidence de la République, puisque le 330-200 qu'on avait pris au début a été donc livré au président Sarkozy. Donc il vole toujours, il volera longtemps. On en a gardé l'autre qui vole toujours 25 ans après. Donc si vous voulez, ça c'est des vies techniques longues. C'est après l'obsolescence qui peut poser problème, avec une technologie qui n'est plus en train. C'est ce qui a tué les avions à piston, c'est ce qui a tué après les avions, les quadrimoteurs pour faire la voie belle au bimoteur. Mais si je mets des chiffres, ça veut dire que les avions que vous achetez aujourd'hui, ce sera encore des avions utilisés en 2050. Absolument. D'ailleurs, je pense qu'on ne voit pas apparaître aujourd'hui, il n'y a pas de fuite chez Airbus ou chez Boeing de dire qu'il va y avoir des avions révolutionnaires dans le long courrier. On sait qu'il y aura plus ces moyens courriers qui sortiront. Sur les longs courriers, il n'y aura pas d'avions nouveaux qui feront la différence. Aujourd'hui, le 350 fait une différence, on l'évoquait à l'instant, d'environ à 25% de différence par rapport à la génération d'avant. Et en plus, il est plus léger, ce qui fait que je fais souvent la comparaison quand on dessert la ligne de la Réunion, nos concurrents c'est Air France et Austral qui ont du 777-300, eh bien on décolle pour le même nombre de passagers avec un poids de décollage de 50 tonnes de moins, environ 10 tonnes qui sont liées au poids de l'avion et 40 tonnes pour le carburant en moins qu'on va consommer, si vous voulez. Donc ça, c'est des choses qui sont très concrètes. Ça veut dire aussi, on parle des problèmes d'émissions, c'est colossal. Michel, pour vous, les enjeux du renouvellement de flotte, ça va être quoi ? C'est effectivement de consommer moins. Je vais me référer beaucoup aux travaux de l'Académie de l'air et de l'espace et du dossier numéro 20 qui est sorti ce printemps. Et donc, il y a 4 composantes qui ont été clairement mises en parallèle. Elles sont complémentaires les unes des autres. Donc d'abord de réduire la consommation unitaire. Un chiffre, actuellement le panaché de type d'appareil qui est actuellement en service dans le monde a une consommation par 100 km passagers d'environ 3,4 litres, ce qui n'est pas si mal en réalité si on compare aux moyens terrestres, aux voitures. Regardez votre consommation sur vos propres véhicules, s'ils ne sont pas déjà électriques. Et donc les avions qui sont en cours de conception, qui sortiront d'ici quelques années, les entretiens de Toulouse, toujours de l'Académie de l'espace, ont montré que les objectifs réalistes les plaçaient en dessous de 2 litres au 100. Voire même jusqu'à 1,5 litre au 100 en fonction des architectures. Donc aujourd'hui, on est à combien que je me... 3,4 en moyenne. Alors c'est une transition lente, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et le chemin, c'est le renouvellement des flottes avec les appareils actuels qui sont déjà, comme Jean-Paul l'a rappelé, extrêmement économes par rapport à la génération immédiatement précédente qui elle-même était environ 30% plus économe que celle qui l'a précédée. Donc on voit qu'on a une trajectoire continue et qui continue à se prolonger, qui ne va pas s'arrêter maintenant.
du fait d'obstacles techniques. Donc ça, c'est pour la technique. L'autre aspect fondamental, et on va y revenir parce que c'est vraiment le nœud du problème, ce sont les carburants alternatifs. Ce qu'on appelle les SAF, les Sustainable Aviation Fuels, dont il va falloir qu'on reparle, puisque c'est une denrée qui est aujourd'hui fort rare. La quatrième composante qu'il faut absolument mentionner, qui n'est pas anecdotique, c'est le captage du CO2. Le captage du CO2 pour produire des SAF, d'une part, mais également en séquestration. Alors je sais que c'est une option qui fait débat, mais ça fait partie de l'équation de la solution, et pas que pour l'aviation. Et puis la dernière composante qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est la sobriété. On se prépare à devoir changer nos modes de consommation, sans doute, jusqu'à un certain point, mais la sobriété, ça ne s'entend pas de la même manière selon qu'on est français, européen ou dans un pays émergent où le niveau de vie permet d'accéder à l'avion. Marie, alors tout autre domaine, vous avez des bateaux qui font des croisières sur la Seine, je crois. L'enjeu du renouvellement de flotte, pour vous, est-ce que c'est la même chose? Et peut-être plus globalement, voilà, quelle analyse faites-vous de cet enjeu du renouvellement des flottes? En fait, effectivement, c'est un enjeu beaucoup plus global. C'est-à-dire que l'enjeu du renouvellement des flottes, c'est tout simplement l'enjeu de conserver des conditions de vie confortables pour tout un chacun, à peu près partout dans le monde. Je ne suis pas calée sur tout, mais bon, les accords de Paris, ils disent qu'il faut réduire, il me semble, de 50% nos émissions de carbone d'ici, donc 2050. Ça va forcément passer, si je vous écoute bien, par du quantitatif. Ça ne sera pas que grâce à des économies d'énergie. Donc ça, c'est un premier point. En fait, c'est comment gérer au final cette nécessaire, parce qu'il faut bien l'espérer, que cette nécessaire diminution du trafic aérien. Moi, personnellement, j'adore voyager. Je préférerais ne pas avoir à diminuer, hein, soyons clairs. Mais effectivement, de ce que j'entends, la technologie n'étant pas présente, si nous voulons respecter ces objectifs des accords de Paris, il va bien falloir diminuer nos voyages. Voilà. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième également, c'est bien évidemment, comme on en a parlé, l'accès à l'énergie et puis les énergies pour tous les usages, hein, puisqu'il n'y a pas que le transport aérien. Si toutes les voitures, on le sait bien, hein, si toutes les voitures devaient passer à électrique en France, on ne pourrait plus allumer une lumière, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a également les questions de niveau de vie, de pouvoir d'achat. On voit bien aujourd'hui en France, du moins, ces problématiques-là, mais qui peuvent arriver également dans d'autres pays, puisque avec des événements climatiques forts, c'est pas à vous que je vais dire que les primes d'assurance pour tout un chacun vont augmenter, que les prix également pour se déplacer vont être plus élevés avec l'accès à l'énergie et autres. Et au final, c'est un enjeu beaucoup plus global, en fait, de comment on va gérer l'évolution de ce trafic aérien et alors fluvial. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de transporteurs fluviaux ici, mais l'évolution du nombre de voyages et comment on s'adapte face à ça. Donc à partir de ce moment-là, il y a certes l'efficacité énergétique, mais également potentiellement une diminution des transports, ce que quelque part j'appelle de mes voeux, même si ça ne me convient pas du tout pour mon activité qui, comme diraient certains, font faire des ronds dans l'eau à des touristes sur la Seine. Antoine, je vous voyais un peu stressé. Alors, non, impatient de répondre. Je vous donne la réponse. Je vous tends le micro. Concrètement, est-ce qu'on pourra atteindre les objectifs de 2050 sans réduire le trafic? Non, justement, c'est tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de quantifier et d'objectiver les objectifs que nous avons. Et comme vous l'avez bien dit, le point de départ, ce sont les accords de Paris. Les accords de Paris donnent ce qu'on appelle des budgets d'émissions de CO2 et des budgets d'accès à l'énergie décarbonée pour l'ensemble des activités humaines. Et ensuite, il faut répartir ces budgets entre les différentes activités humaines. Et l'organisme qui est aujourd'hui à la fois le plus légitime et le plus indépendant pour affecter ces différents budgets, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui dépend des Nations Unies. Et l'Agence internationale de l'énergie fait chaque année un rapport très détaillé et le rapport de 2023 prend pour chaque activité humaine 3 critères
pour l'affectation de ce budget. Pardon, je rentre un peu dans le détail, mais sinon c'est difficile d'objectiver le débat. Le premier critère, c'est l'utilité sociale ou sociétale de l'activité qui est en jeu. Le deuxième critère, c'est la maturité des technologies et le temps qu'il faut raisonnablement pour développer de nouvelles technologies de décarbonation. Et le troisième critère, c'est le coût marginal d'abattement d'une tonne de CO2 évité. Et certains secteurs sont des secteurs sur lesquels, en investissant peu, on a très vite des résultats, par exemple le bâtiment. Et d'autres secteurs comme l'aviation sont des secteurs où on investit lourdement, les résultats viennent plus tardivement, et en même temps, comme le reconnaît l'Agence internationale, l'utilité sociétale du transport longue distance ne peut pas être critiquée. Et en fonction de ces trois critères, l'Agence internationale de l'énergie affecte le budget CO2 et le budget énergie. Et il se trouve que sur ces trois critères, le secteur des transports est assez contraint, parce que l'hypothèse qui est faite, c'est qu'un nombre important de véhicules terrestres devront rouler avec une énergie électrique. En revanche, le dernier rapport de cette agence internationale montre que le secteur aérien peut continuer à croître de façon assez significative, tout en étant respectueux des budgets CO2 et énergie des accords de Paris. Donc je me permets, puisqu'on est dans un débat, je me permets de rentrer dans ce débat. Et évidemment, chez Airbus, c'est un sujet qui est absolument central, parce que la croissance du trafic aérien, c'est quelque chose qui est important pour nous, mais qu'on ne poussera pas sans qu'il y ait derrière un respect et une conformité avec les accords de Paris. Et aujourd'hui, les chiffres que donne l'Agence internationale, c'est autour de 3%, ce qui est très significatif, ce qui est très en deçà de ce qu'on a vu comme croissance du trafic dans les 20 dernières années. On était plutôt entre 5 et 6%, et qui est à peu près la moitié de ce que serait ce qu'on appelle non contraint, c'est-à-dire des prévisions qui sont uniquement basées sur le PIB, sur l'évolution des classes moyennes, et qui ne tiennent pas compte d'une certaine frugalité ou d'une rareté de pilotes ou de voies aériennes, qui font que le trafic non contraint serait entre 6 et 7%, et le trafic tel que prévu par Airbus, et avec un niveau légèrement inférieur, l'Agence internationale de l'énergie, serait autour de 3%. Donc vous voyez, on a déjà cette contrainte de réduction d'à peu près de moitié de la croissance du trafic. Et je vous invite tous à lire ce rapport qui est un peu indigeste, puisqu'il a fait 500 ou 600 pages, mais il est très précis sur ce sujet, et il nous donne une feuille de route. Et cette feuille de route, nous, Airbus, on l'applique de façon... Pardon, je prends un peu de temps, mais c'est vrai que le sujet est assez technique. Nous, Airbus, on l'applique de façon très, très stricte et précise avec ce qu'on appelle, ce que vous connaissez bien, le SBTI Scope 3. Et donc, on a été sur la plateforme. Ça a pris 2 ans pour négocier et finalement agréer avec SBTI quels sont les paramètres et quels sont les critères pour qu'on soit qualifié SBTI Scope 3. On a une trajectoire Scope 3 entre aujourd'hui et 2050 qui tient compte des 3 éléments principaux que Michel a mentionnés, c'est-à-dire l'évolution technologique, l'amélioration opérationnelle et le SAF. Et si l'ensemble du transport aérien, et nous Airbus, on n'est pas en ligne avec cette trajectoire, qui est documentée année après année et publiée année après année, l'élément qui va être un élément de régulation, ça sera le trafic. C'est-à-dire, comme vous l'avez bien dit, si on n'est pas en ligne avec nos objectifs sur ces 3 grands leviers, à ce moment-là, naturellement, si on veut être en ligne avec les accords de Paris, la variable d'ajustement sera le trafic. Mais aujourd'hui, on est sur cette trajectoire et le trafic peut continuer à croître de manière significative. Alors Michel, vous qui avez lu le rapport dans sa globalité, c'est quoi les difficultés qui vont être rencontrées et auxquelles on doit faire face? Alors, on a parlé des SAF un peu plus tôt. Alors, je vais parler très rapidement, mais pour remettre à la place la question de l'hydrogène, puisqu'il en a été beaucoup question à il est mort-né, l'hydrogène, un certain moment. Alors, l'hydrogène, c'est intéressant, mais comme intrant, comme composant pour produire des SAF. Donc, c'est ça sa vraie place, pas pour alimenter directement les systèmes de propulsion. Donc la rareté aujourd'hui constatée, et il n'y a pas de chemin tout fait facile pour surmonter cette rareté, c'est la production de ces SAF. Et donc produire des SAF, ça signifie avoir des ressources énergétiques décarbonées, et plus précisément de l'électricité décarbonée.
Et c'est tout l'enjeu en fait, c'est d'avoir une capacité de production d'énergie électrique qui elle-même n'est pas dépendante. Sachant qu'il n'y a pas que l'aviation qui est sur le coup. Enfin, Ça concerne tout le monde et ce n'est pas un sujet propre à l'aviation, c'est un sujet de société. Et donc on ne résoudra pas cette question juste pour l'aviation, mais on ne la résoudra pas non plus sans l'aviation. Enfin, chacun aura à y contribuer. L'aviation, ça représente 3% des émissions de CO2. Voilà, on peut faire l'extrapolation. Donc, si on veut traiter ce problème au niveau de la société, c'est une question globale. Donc, on parle rien qu'au niveau de la France, de dizaines de tranches de nucléaire supplémentaire, de PR. Donc, c'est pas 6 ou 12, c'est beaucoup plus, et puis c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs en Europe, sachant qu'il y a d'autres sources d'énergie décarbonée. Il y a l'éolien, le photovoltaïque, mais les sources intermittentes ont leur intérêt et leurs limitations d'usage. Donc on voit qu'on aura besoin de toutes les composantes. Et puis citons quand même au passage, parce que c'est pas négligeable, même si c'est pas la partie principale, il y a les sources de production de SAF à partir de recyclage de déchets agricoles, qui sont difficiles à quantifier très précisément, mais disons que l'ordre de grandeur, ça serait environ 1/5 des besoins de l'aviation, mais que de l'aviation. Donc ça sera très insuffisant, surtout si on remet tout ça dans la perspective globale. Monsieur Dubreuil, vous avez commencé à acheter des avions SAF, vous en regardez, vous allez en acheter? On achète du SAF parce qu'on n'a pas l'opportunité de faire autrement, si vous voulez. Donc nos fournisseurs, actuellement, on était sur des montants à 1%, et donc on achète à nos fournisseurs 1% de SAF, alors qui vient de différentes origines, mais on ne sait pas trop bien les maîtriser, mais on commence. Et donc on sait qu'il y a d'autres chiffres à atteindre dans le futur qui me paraissent difficiles à atteindre pour deux raisons. D'abord pour des raisons de disponibilité du produit, parce que bon, il y a des sources, on a parlé des huiles de friture, mais enfin bon, avant qu'on ait, pour vous citer un exemple, nous-mêmes, petite compagnie, on consomme 300 000 tonnes de kéro par an, donc avant qu'on retrouve, et je ne parle pas des majors ou des grandes compagnies, des volumes comparables, ça paraît très difficile. Donc un problème de ressources, et puis un problème de coût, puisque aujourd'hui, le SAF qu'on achète, c'est environ x4 le prix du baril. Et donc si on pense qu'il faudra à un terme avoir 70% en SAF, je ne sais pas si vous voyez l'impact, sachant qu'aujourd'hui le carburant représente 35% ou 32% de nos charges, il faudra multiplier le prix des billets par 2 ou 3, si vous voulez. Donc il y a un problème, sauf si, comme aux États-Unis aujourd'hui, l'État prend en charge cette différence dans une démarche souhaitable. Donc c'est vraiment le cœur du problème, c'est le binôme à la fois ressources et à la fois économie, puisque pour nous, on est très vigilants là-dessus. Je dirais qu'on a vécu une période catastrophique avec le début de la guerre en Ukraine en 22, avec une explosion à la fois du prix du pétrole et du dollar. Et ça a même été plus dur pour nous que la période Covid, parce que, comme dire, dans une structure de marché où on vend nos billets à l'avance, on avait vendu des billets avec une certaine structure de prix, et puis on a eu à délivrer avec une toute autre. Même si on a les outils financiers, les couvertures, ça n'a pas suffi à calmer le débat. Donc c'est quand même vraiment des sujets, mais on est très concernés, sachant que pour les longs courriers, le SAF c'est la seule solution, parce qu'à une vision à 20 ans, 30 ans, il n'y aura pas d'avion long courrier électrique ou hydrogène, c'est pas raisonnable. Je pense qu'il y a des projets aujourd'hui qui sortent d'avions régionaux, des petits avions, on en a vu l'autre jour avec l'Académie à Toulouse, effectivement pour des avions de 19 places, on peut penser l'électricité avec des temps de vol d'1 heure, mais des temps de vol de 10, 11 heures, 12 heures et plus, avec des réserves. Il faut qu'on arrive à rentrer dans ce problème du SAF, mais on est là-dedans qu'au bout du processus, puisque finalement, il faut que les pétroliers prennent en charge, c'est quand même leur métier, la ressource, et puis en plus que les États permettent d'arrondir les coûts pour les opérateurs qui, autrement, sont obligés de leur traduire dans le prix du billet. Il n'y a pas de miracle. Alors, si vous n'êtes pas...
à court terme sur un changement d'avion complet. C'est quoi vos pistes pour réduire vos consommations aujourd'hui? Les pistes, effectivement, on a déjà franchi une étape. On est aujourd'hui la compagnie, même notre compagnie French Bee, qui est une compagnie qui est plutôt smart cost et qui a donc une configuration assez dense, parce qu'on le voit aussi, selon le nombre de personnes que vous mettez dans l'avion, le coût à la personne. Et nous, on est déjà à 2,2 litres pour 100 km, si vous voulez. Donc, si vous voulez, on a déjà franchi des étapes et on continue à le faire. Mais aussi tout ce qui est périphérie, parce qu'il y a quand même des frottements qui sont liés au contrôle aérien, parce que effectivement aujourd'hui on a des procédures qui sont quelquefois compliquées et qui ne prennent pas en compte justement les économies de pétrole. Et puis il y a tout ce qui est au sol, parce qu'effectivement au sol on a besoin d'un tas de matériel, de groupes électrogènes, de tracteurs, etc. Que là on peut passer très facilement à l'électrique. Alors on nous dirait après, cette électricité elle est faite avec quoi? Mais il y a quand même aussi, nous on s'est engagé avec nos équipages à avoir cette réflexion, et on le dit à nos passagers, on est soucieux de l'économie de carburant. Michel, ces pistes qui viennent d'être citées, c'est des pistes, la réduction au sol, les nouvelles routes, ça peut marcher? Ça sera un facteur contributif qui est de l'ordre de à peu près 10%. Donc tout ce qui est bon à prendre sera pris. Mais pour prolonger le propos de Jean-Paul, il faut comprendre que les enjeux sont particuliers en fonction des types d'usages. Jean-Paul parlait de Aura Aero, qui était d'ailleurs venu présenter, ils étaient venus présenter leurs produits d'avion régional. Il y a au milieu du spectre les A320, la famille des A320, les moyens courriers qui représentent la majeure partie des appareils en service. Et puis il y a le segment où on trouve les bicouloirs, où on peut trouver en partie des A320, mais surtout des bicouloirs quand c'est plus long, avec les A350 et leurs concurrents américains. Ces types d'exploitation représentent moins de 30% des vols, mais représentent plus de 75% de la consommation mondiale. Donc on voit qu'en fonction des types de routes, des types d'exploitation, il y a des enjeux qui sont différents. Sur ces exploitations régionales telles que Aura Aero, c'est de l'électricité, de l'hybride, qui d'ailleurs, au passage, lorsqu'elle sera en service, sera absolument imbattable. Il n'y aura aucun moyen de transport, même le train, qui sera en réalité meilleur en termes d'émissions de CO2. Et puis pour les très longs courriers, la solution, c'est d'avoir des ressources de SAF ou de recyclage agricole ou d'huile de friture en quantité suffisante. Donc oui, tout ça, c'est possible. Maintenant, il y a des conditions à remplir, il y a toute une trajectoire qui est complexe, qui nécessite des jalons et une coordination importante. Marie, est-ce que ces messieurs vous ont convaincu, et quelles sont les difficultés que vous voyez, vous, pour que notre transport rejoigne à peu près les objectifs de 2050 ? Alors moi, je vais parler que de ce que je connais à peu près, c'est-à-dire mon secteur. Nous, on a fait le choix d'être plus ambitieux que les objectifs fixés par les accords de Paris, et on a cette chance de ne pas faire d'avion, hein. Et avec la problématique du décollage et de faire des bateaux. Bon, un bateau, ça coule aussi, donc on ne peut pas mettre n'importe quoi dessus. Et donc, nous, on s'est lancé dans le rétrofit de nos bateaux. Aujourd'hui, on a un bateau en exploitation, on en aura 2 autres d'ici. Le rétrofit, juste pour les béotiens ? Le rétrofit, c'est enlever le moteur thermique pour mettre un moteur électrique. Et un 4e bateau qu'on va envoyer au chantier à l'hiver prochain. Donc en fait, on aura 80% de notre flotte de bateaux qui sera électrifiée, et donc on aura diminué de 50% donc en 3 ans notre bilan carbone.
Donc, mais on veut aujourd'hui aller plus loin que ça, puisque en fait, on se dit que chaque gramme économisé compte, et donc nous on se positionne vraiment dans l'après et dans ce que pourrait être un monde d'après. Alors vous parliez tout à l'heure de l'intérêt social, sociétal des vols long courriers. On sait ce qui s'est passé en France néanmoins sur les vols court courrier, avec cette interdiction de l'aérien pour des vols de moins de 2h30 je crois, ou 3h. C'est peut-être des dispositions politiques qui d'un coup comme ça vont sortir du chapeau, si je puis dire, et qui vont impacter le trafic. Et nous, et ça nous perturbera, puisque le train n'est pas là pour prendre le relais aujourd'hui, parce que là aussi ce sont quand même des chantiers qui prennent énormément de temps de mettre en place une ligne de train efficace. Et donc nous on est vraiment sur en fait essayer de communiquer autour de l'imaginaire du voyage et de déconstruire donc cette consommation touristique qui est parfois enfin, je ne parle pas du tourisme d'affaires, là j'ai beaucoup moins, je ne suis pas sur ce secteur-là, sur le tourisme vraiment de loisirs, et donc aller vraiment vers du sens dans le voyage, et non pas prendre l'avion juste pour aller faire un enterrement de vie de garçon à Minorque parce que c'était sympa, et vraiment remettre du sens dans tout ça, et réfléchir un petit peu aussi à comment s'inscrire plus dans le paysage globalement. Le bilan économique de vos actions, est-ce que déjà vous pouvez commencer à le dresser? C'est-à-dire que combien est-ce que vous avez mis sur la table pour le rétrofit de vos bateaux? Et si vous me dites qu'en fait vous allez dire à vos clients qu'il ne faut pas qu'ils prennent trop de bateaux de croisière, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Alors, nous, l'opération de rétrofit pour l'intégralité de la flotte et également les installations d'infrastructures pour amener l'électricité, c'est pas loin d'une année de chiffre d'affaires. Donc ça, c'était un petit peu lourd à digérer en sortant du Covid. Et en fait, si vous voulez, sur le côté quantitatif, il se trouve que pour d'autres raisons, on a dû restreindre notre service parce que tout simplement, on n'avait pas le personnel, tout simplement. Et donc, on a fait des choix dans notre stratégie commerciale. Et en fait, l'année dernière, en faisant 20% de passagers en moins qu'en 2019, je réalisais le même EBE. Donc si vous voulez, l'équation n'est pas forcément, enfin c'est pas linéaire. Le même excellent bruit d'exploitation. Voilà. Donc globalement, vous gagnez autant d'argent avec moins de chiffre d'affaires. Voilà. Par contre, sur la rentabilité de l'opération de rétrofit, alors déjà je ne connais absolument pas l'évolution du prix de l'électricité dans les années à venir. J'ai eu quelques sueurs froides l'hiver dernier quand on parlait de diminuer le robinet d'électricité au pied de Paris et que donc ne plus avoir de quoi faire mon plein pour que les bateaux partent. Ça m'a donné quelques petites sueurs froides. Mais on va dire que grosso modo, l'opération est rentabilisée au bout de entre 6 et 8 ans. Et grosso modo, c'est le moment où il faudra remplacer les batteries. Donc c'est neutre au final. Mais par contre, environnementalement parlant, c'est un bel impact. On a peut-être un petit peu de temps pour des questions. Alors, on était tellement pressés toute la journée que j'ai pas pris beaucoup de questions. Je ne sais pas si les hôtesses sont encore là, elles sont peut-être découragées. Mais, et en plus, je vous vois très peu. Mais si quelques questions, on peut en profiter. Au premier rang, là, vous regardez tout à coup. Un point dont on n'a pas parlé, c'est l'aménagement des cabines. Ça joue, ça, hein? Oui, c'est un élément important, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, selon qu'on mette 300 passagers ou 300 ou 450, c'est plus du tout le même ratio. Alors, il y a des marchés qui sont distincts. Il y a le marché business qui, effectivement, souhaite un certain niveau de confort. On parle moins de première, mais on parle quand même de business. Il y a une clientèle pour ça. Une clientèle, je dirais, touriste, qui cherche simplement le prix le plus bas et avec quand même un niveau de confort. À un moment, on mettait les passagers debout, ça se fait plus, ça. Hein. Non, ben, quelques-uns de nos collègues en avaient parlé, un joke, mais je crois que c'est pas réaliste. Mais l'évolution aussi des sièges permet aussi de densifier. Je vois même des cabines elles-mêmes. Airbus a lancé une modification du 350 à la dernière génération, qui concernera le dernier avion qu'on va toucher en décembre. On a gagné 5 cm en largeur. Donc, si vous voulez, ce qui permet pour un même nombre de passagers, pour un même avion, une même consommation, par le
retravaille des cloisons, on a gagné de l'espace confort passager. Donc je pense qu'il y a aussi des choses à gratter de ce côté-là. Et puis des sièges moins lourds, puisqu'on sait qu'un avion, plus il est lourd, plus il consomme de pétrole. Il y a à travailler sur ces aspects aménagement de cabine. Si on veut effectivement des lits, des salles de bain, etc., c'est plus la même chose que quand on travaille sur la majorité. On voit quand même que le trafic qui évolue, c'est le trafic loisir ou le trafic, ce qu'on appelle VFR, c'est les gens qui voyagent pour rencontrer des amis ou des connaissances. C'est là où se situe la croissance du marché. Vous faites migrer vos fauteuils, Antoine? Moi, je pense qu'on essaie, et votre témoignage le confirme, de s'adapter à la fois aux besoins des clients et l'évolution du marché. Et la densification qui reste confortable est un objectif très important, la réduction du nombre de classes, parce qu'évidemment, avoir un avion avec X ou Y passagers, c'est totalement différent sur ce qu'on appelle l'intensité carbone du voyage. Bon, puisque je peux faire deux petites remarques. Oui. 2,2 litres au 100. Aussi bien sur long range que sur du Paris-Toulouse. Si on prend le même trajet en voiture, il faut qu'il y ait 3 personnes dans la voiture pour que ça soit aussi efficace que l'avion. S'il y a seulement 1 ou 2 personnes dans la voiture, l'avion consomme moins aux passagers. Et quand vous êtes sur l'autoroute, est-ce que vous voyez beaucoup de voitures où il y a 3 personnes? De départ en vacances, oui, mais c'est en général 1 ou 2 personnes. Donc ces personnes consomment plus sur un trajet donné que s'ils voyageaient en avion. Je pense que c'est un élément qu'il faut peut-être avoir en tête. Je vais laisser Michel répondre déjà à la première. Non, c'est pas pour répondre, c'est pour prolonger. Ça, c'est effectivement sur l'exploitation, sur le trajet lui-même. Et en disant cela, on n'a pas pris en compte le coût de construction et d'entretien de l'infrastructure. Les autoroutes, il faut les construire. Les voies de chemin de fer, il faut les construire. Et toutes ces infrastructures avec un cordon territorial consomment énormément de béton. Et le béton, c'est énormément de CO2. Le temps d'amortissement d'une infrastructure de ce type en années de CO2, ça se mesure en décennies. Certaines études ont mis en évidence plus de 50 ans pour amortir en coût CO2 une infrastructure de ligne de grande vitesse, par exemple. Et 50 ans, ça nous met en 2074, si je le calcule bien. Donc 24 ans après 2050, on a nos objectifs en 2050. Donc il faut aussi avoir en tête la notion d'amortissement sur des infrastructures. Et l'avion a comme infrastructure l'air, est porté par l'air. Et quand on regarde à la fois les autoroutes et les voies de chemin de fer, celles qui existent sont déjà amorties. Tout ce qui est modernisation doit être amorti. Et les nouvelles voies de chemin de fer ont 40 à 50 ans d'amortissement du CO2. Du CO2. Et plus généralement, si on regarde, encore une fois, en suivant l'approche d'un certain nombre d'organisations des Nations Unies, en particulier l'Organisation internationale de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie, il y a plusieurs budgets que chaque activité humaine doit satisfaire. Le budget carbone, et c'est ce budget où on se concentre, mais il y en a d'autres. Le budget énergie. Donc quand il y a d'autres sources d'énergie, est-ce qu'on consomme plus ou est-ce qu'on consomme moins d'énergie primaire? C'est l'énergie primaire et l'énergie secondaire. L'énergie primaire, c'est ce qui compte en termes d'énergie décarbonée rare. Ensuite, il y a les éléments matériaux, qui sont aussi extrêmement importants. Pour illustrer ce propos, un TGV produit autant de passagers kilomètres qu'un A320 par an, mais sa masse à vide est 10 fois plus élevée. Ça veut dire que l'efficacité en masse à vide de l'élément mobile, et je ne parle pas des rails, des tunnels, des ponts... Là, on est sur la consommation de métaux pour la fabrication du... Voilà, c'est-à-dire que la masse à vide d'un TGV, c'est 10 fois la masse à vide d'un A320, alors qu'il produit chaque année le même nombre de passagers kilomètres. Donc les matériaux, c'est aussi une denrée rare. Et troisième denrée rare, c'est l'espace. L'espace, c'est l'espace autour de vous, c'est la pollution sonore, c'est les questions de biodiversité. Et l'avion a certainement des challenges sur le premier budget CO2, sur le deuxième énergie, mais bien meilleur que tous les autres moyens de transport sur le budget matériaux et sur le budget environnement, parce que son occupation de l'espace est beaucoup plus faible que l'ensemble des autres moyens de transport. Alors, est-ce qu'il y a des questions maintenant qu'on a des hôtesses et des micros? Je crois qu'il y avait une question. Non, finalement, Jean-Paul. Non?
qu'il y a des questions? Il faut bouger très fort, il faut bouger beaucoup parce que je vous vois très mal. Bon, on va bientôt arriver au terme de toute façon la table ronde. Alors, vous attendez quand même le micro, parce que il y a juste là. Alors, Pascal, si tu prends le micro, voilà, mademoiselle arrive avec un micro, parce que sinon, pour les gens qui sont, pour les replays, ça sera difficile. J'ai juste la question du naïf. C'est-à-dire que je comprends que les investissements sont des investissements de long terme, donc on n'est pas en années, on est plutôt sur des dizaines d'années, et les trajectoires sur lesquelles vous travaillez, nous travaillons, sont en quelques années. Donc il y a en termes d'investissement, ce découplage, l'investissement financier et la trajectoire, les objectifs, est quelque chose qui me paraît complètement infaisable. Donc voilà, ma question du naïf, c'est comment fait-on? Quand on vous écoute, on se dit, mais comment va-t-on faire? Alors, l'aérien, très bien, mais le maritime, c'est exactement la même chose. Les investissements sont absolument considérables. Les investissements se font sur plusieurs dizaines d'années et les objectifs sont à quelques années. On est en train de les mesurer année après année. Comment fait-on? Heureusement que les objectifs sont séquencés pour l'aérien année par année. Puisque aux États-Unis, si on fait le rétro-engineering de l'IRA, l'objectif, qui n'est pas un objectif explicite, mais qui est implicite dans les crédits d'impôt, c'est à peu près 10% de SAF en 2030. Le mix qui est imposé par la Commission européenne, c'est 6% en 2030, et c'est déjà compliqué. Donc on y arrive de manière très progressive. Et sur le SAF, la question principale est celle du montant des investissements jusqu'en 2035-2040. Et ensuite, au-delà de 2035-2040, la question ne sera pas seulement le montant des investissements, mais ça sera de nouvelles solutions technologiques pour faire ce qu'on appelle les ISAF, qui sont des recompositions dans des procédés chimiques qui sont connus depuis longtemps, mais qu'il faut optimiser, entre du carbone et de l'hydrogène. Donc heureusement que ce mouvement est un mouvement progressif, où chaque étape est documentée entre maintenant et 2050. Antoine, on est presque au bout de notre table ronde. Si on doit retenir qu'une seule chose, qu'un message clé, qu'est-ce que vous voulez que nos auditeurs retiennent? Ce sont des débats qui peuvent être très politiques, très émotionnels. Il faut les objectiver et les quantifier. Et derrière, une fois qu'on a objectivé et quantifié, avoir des plans d'action, que ces plans d'action soient publics, soient discutés et soient conformes aux objectifs de nos pays, c'est-à-dire les accords de Paris. Mais il faut éviter d'avoir des jugements à l'emporte-pièce parce que ces sujets sont tellement compliqués qu'il faut les quantifier et les objectiver. Jean-Paul, votre message fort? Écoutez, je pense, comme le disait à l'instant Antoine, il y aura sans doute des solutions qui vont apparaître. Parce qu'effectivement, il y a 10 ans, on ne parlait pas de SAF du tout. Hein, et ce n'était pas du tout sur la table. Donc je pense aussi qu'il faut se projeter d'une vision long terme, mais avec des étapes de court terme. Je suis convaincu qu'il apparaîtra des solutions qui vont résoudre une partie du problème. Il ne faut pas être un optimisme béat, mais bon, on sait que l'intelligence artificielle ou autre nous permet de franchir un certain nombre de barrières. Et je reste optimiste sur des métiers qui vont continuer à se développer, parce que là, c'est rêver de dire qu'on va contraindre l'évolution, parce que les gens, quoi qu'on en dise, ont envie de bouger. Michel? Le message, c'est que c'est possible. C'est possible, ça nécessite du volontarisme. On a déjà parlé de nombreuses conditions. Maintenant, il y en a une qui est indispensable pour que les investisseurs soient au rendez-vous, les investisseurs qui soient financiers ou de l'industrie. L'industrie pétrochimique n'est pas très présente pour l'instant. Si elle doit investir, il faut qu'elle ait des débouchés pour ses produits. Et pour cela, sachant que les produits sont plus chers, donc il doit y avoir une action en régulation. C'est l'une des recommandations principales de l'avis de l'Académie de l'air et de l'espace, que le pouvoir politique joue son rôle régulateur avec intelligence pour pouvoir accompagner ce mouvement et ne pas jouer à contre-emploi sur des enjeux économiques majeurs, surtout pour nous en France, avec Airbus, champion dans son domaine. Marie, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces échanges? Moi, j'aimerais dire que j'ai l'impression que le monde est particulièrement imprévisible aujourd'hui. Il peut y avoir, je ne sais pas si vous avez entendu, mais donc apparemment en 2014, je crois que la stratégie de la SNCF du trafic ferroviaire en France allait chuter.
c'est pas tout à fait ce qui s'est produit. Donc, et que dans l'imprévisibilité, le pire comme le meilleur peut nous arriver. Et il faut souhaiter que le meilleur nous arrive et que on trouve rapidement une solution à cette problématique de la décarbonation de nos transports et de nos besoins en transport. Merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on peut vous applaudir.